Bonjour, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. C'est le rendez-vous avec les candidats. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme avec son peuple, parmi les 13 candidats qui rencontrent le peuple. Cette fois-ci, il y a Zéphirin Diabré, président de l'UPC, candidat de l'UPC, une large coalition de l'opposition. Pour animer cette émission avec moi, Adèle Dondassé Saint-Poré, bonjour. Bonjour Soumaïla Rabo. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue donc sur ce plateau de Moi à Kosiam, une émission dédiée donc aux différents candidats à la course pour la présidentielle de 2020. Vous êtes sur Savane Média et ce matin nous recevons Zéphirin Diabré. Vous avez 61 ans puisque vous êtes né le 26 août 1959. Vous êtes originaire de Fungo dans le département de Gomboskou dans la province du Zunwego. Zéphirin Diabré, vous êtes diplômé de l'école supérieure de commerce de Bordeaux. Vous êtes donc docteur en sciences de gestion à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université Montesquieu Bordeaux au 4. Sur le plan professionnel, Zéphirin Diabré est professeur assistant de gestion à l'université de Ouagadougou. Vous avez aussi rejoint le secteur privé comme directeur des ressources humaines de la Sobebra, la société burkinabé de brasserie du Burkina. Pour ce qui concerne votre carrière politique, vous avez été élu député sous la bannière de l'ODPMT, l'ancêtre du CDP. Vous êtes aussi ancien ministre de Blaise Compaoré. Vous avez été ancien ministre de Roch-Marc Christian Kaboré. Vous avez été ancien ministre de Youssouf Ouedraogo. Compte tenu des divergences que le CDP a connues, vous avez préféré quitter et vous créer une carrière internationale. Et vous avez donc rejoint la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis où vous avez travaillé comme enseignant-chercheur. Vous êtes vous avez été directeur général adjoint du PNUD puisque vous avez été nommé par Kofi Annan. Et pour ce qui concerne ce côté aussi international, vous avez été à Areva et vous avez préféré revenir au Burkina pour un retour politique où vous avez créé votre parti, l'UPC, en 2010. Vous avez eu des élus à l'Assemblée nationale, vous avez aussi eu des conseillers municipaux. Vous êtes ancien candidat à la présidentielle de 2015 et aujourd'hui vous décidez de rebeloter puisque vous êtes aussi engagé à la course à la présidentielle pour 2020. Zéphirin Diabré, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme comblé au regard de ce que vous avez parcouru? Je ne me plains pas. Et je remercie en tout cas le Seigneur de m'avoir tracé ce chemin de mon destin. J'ai eu, c'est vrai, l'occasion d'exercer à plusieurs étapes des responsabilités qui m'ont apporté beaucoup et où j'ai apporté beaucoup. Mais le parcours d'un homme n'est jamais fini. Donc c'est ce parcours-là que j'essaye de poursuivre maintenant dans ce combat politique-là dont vous venez de parler. Nous vous avons suivi en 2015, vous étiez candidat, entre autres, contre Roch-Marc Christian Kaboré. Il vous a battu, vous avez échoué. Tout à fait. Pourquoi vous rébellotez? Mais parce que la politique et l'engagement politique ne s'arrêtent pas à une élection. Sinon, il y a des hommes politiques célèbres là qui n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. On s'engage parce qu'on a une ambition pour son pays. Une élection est juste une péripétie et une étape. Lorsqu'on la traverse, on continue le combat. Et lui, il a gagné. Pourquoi il est encore nouveau candidat? La même chose. Donc, est-ce que vous avez tiré les leçons de votre échec? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez échoué? Parce qu'entre autres, vos camarades Bruno Kafando, qui ne sont plus aujourd'hui à l'UPC, Élisée Kiemde, qui ne sont plus à l'UPC, on dit que c'est peut-être de votre fait que l'UPC a échoué en 2015. Bon, ça c'est des parlottes de politiciens. Je souhaite à tout un chacun d'entre eux d'être à la tête d'un parti et d'être candidat et de montrer donc qu'il sait comment on gagne une élection. Élisée Kiemde, par exemple, a créé son parti. Oui, justement, voilà, justement, quand on verra bien, tout à fait. Moi, je ne parle pas de ceux qui ne sont plus à l'UPC, ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que nous avons tiré les enseignements donc, de 2015. Bon, l'échec de l'UPC, alors d'abord, il est relatif,
parce que nous sommes arrivés à un niveau de score qui nous a posé en deuxième position. Mais le succès du MPP s'expliquait par un certain nombre de paramètres, hein, pour ceux qui connaissent la politique. Alors, ce n'était pas un nouveau parti, c'est une partie de l'ancien CDP qui s'est reconverti à MPP. Et de ce point de vue, ils avaient une longueur d'avance sur tous les autres partis en termes d'implantation sur le terrain. Et ça, c'est très, très, très important en politique. Notre parti, même jusqu'à aujourd'hui, est en train de travailler toujours pour s'implanter. Vous avez quand même 10 ans. Oui, mais ce n'est pas facile, hein, de s'implanter et d'avoir des relais là où il faut, et partant de zéro, alors qu'eux, ils ont changé, ils ont modifié, après ils ont renversé une partie du MPP pour s'en accaparer. Mais mieux, il se trouve que l'élection de 2015, je crois, s'est jouée sur un malentendu. Que les Burkinabés, naïvement, je crois, ont accepté. C'est-à-dire, ce sont des gens que nous connaissons, ils ont de l'expérience, ils ont travaillé avec un ancien patron qu'on connaît bien, qui n'est plus là aujourd'hui. Si on leur confie le pays, rapidement, ils se mettraient au travail, ça va continuer. Et eux-mêmes ont vendu en quelque sorte la marchandise avec cet argument-là, en disant, mais vous savez, vous nous connaissez, on n'est pas nouveau, on sait gérer un pays. Ils avaient dit, je crois, dans 6 mois, vous allez voir, ça démarre. Et les gens ont cru à ça. Sans compter, j'ajoute que, forcément, dans un parcours politique, il y a des forces sociales et politiques qui, à un moment donné, font le choix de soutenir tel ou tel. Et ça pèse beaucoup un peu dans les résultats. C'est tout ça qui amène tout ça. Vous avez parlé d'erreur, hein, du peuple burkinabé qu'il faut corriger en 2020. Tout à fait. Nous sommes justement en 2020. Voilà. Et Zéphirin Diabré, on pourrait dire aussi que vous aviez peut-être les mêmes chances que le MPP, puisque vous êtes aussi issu des rangs du CDP. Oui, moi seul. Moi seul. Et moi, je ne suis pas venu à l'UPC avec une partie du CDP. Et ils ont créé le MPP en prenant une grosse partie du CDP et en changeant le nom. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des relais politiques qui existent sur le terrain. C'est extrêmement important en politique. L'autre chose qui constitue une constante dans les faiblesses de l'UPC, ce sont les démissions successives. À la veille d'élection, encore, on assiste à des démissions et pas des moindres. Nathanaël Ouedraogo, le Poué-Naba, ça tombe au moins. Non, mais d'abord, je vous corrige. Vous ne pouvez pas dire raisonnablement que c'est la marque de fabrique de l'UPC que d'avoir des démissions. C'est pas possible. Ou alors j'ai mal entendu. Parce que c'est ça. Attendez, maintenant. Mais on compare les partis. On compare les partis. Vous le comparez à quel parti l'UPC pour dire ça? Donc, quel parti, tous les grands partis se comportent de la même façon. Justement, quel parti n'a pas eu de démission? Y compris celui qui est au pouvoir aujourd'hui. J'ai refait la liste là ce matin des gens qui sont partis de notre parti là récemment à cause des primaires qu'ils ont perdues. Ils ont été candidats, on les a battus. Ça, c'est vous qui le dites. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas mais on y va. Oui, non, les primaires étaient là. C'était pas secret. C'était à Jean-Pierre Guingané. Ils ont pu sortir les fiches de candidature. Ils étaient candidats, on les a battus. Et les vainqueurs sont en train de tourner d'ailleurs pour présenter les candidats. Je ne sais pas si vous suivez ça avec eux. Sur le Cardugo, il y a 22 personnes qui sont parties. 22 personnes, ce n'est même pas la taille d'une sous-section d'un arrondissement, le bureau d'un arrondissement, qui fait 34 personnes. C'est 22 personnes. Mais j'ai observé que dans d'autres parties du territoire, il y a eu des démissions à MPP, dont on ne parle pas. À Gourcy, la madame le maire est partie avec combien de conseillers municipaux du MPP en démissionnant? Une quarantaine, non? Il y a des députés de MPP qui ont démissionné. Oui. Au Naouri. Oui, mais attendez, vous dites ça comme ça. Oui, le Louroum. Oui, Abdoulaye Ouedraogo, Gourcy, mais c'est quand même, c'est pas du n'importe quoi ça. Mais eux, ils n'étaient pas si proches de quoi de la haute sphère du parti, du MPP par exemple. C'était pas les il y a des gens de la haute sphère du parti qui sont passés par les primaires, qui ne sont pas sur les listes au MPP. Et qui ne sont pas partis. Ah, voilà, qui ne sont pas partis. Oui. Je vous dis, donc, c'est des choses qui arrivent partout. Maintenant, les gens choisissent, mais vous savez, ils ne sont pas partis parce que c'est un parti qui est au pouvoir. Hein. Si ce n'était pas un parti qui était au pouvoir, là, vous allez entendre ce qu'on aurait entendu et vu ce qu'on aurait vu. Je vous fais une confidence. Hein. Oui. À l'approche des élections, il y a des gens dans plusieurs partis, y compris le MPP, qui m'ont appelé pour me dire « Ah, président, nous on est là. Hein. Si on ne me positionne pas, en tout cas, moi je virerai vers vous. » C'est ça qu'on a eu comme syndrome. Et je ne vais pas m'attarder sur ça parce que pour moi c'était un épiphénomène. Non, ça vous a fait... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. C'est des gens qui sont présentés quand même comme des poids lourds de l'UPC qui ont bataillé pour votre parti en 2015. Ah, ça c'est votre jugement. Parce que les poids lourds, là, c'est les militants du parti qui les connaissent. Les poids lourds, c'est eux qui les définissent. S'ils sont poids lourds, ils auraient dû normalement gagner les primaires contre ceux qui les ont battus. Et puis, vous voyez, ça fait attention parce que ne dévalorisez pas les gens. Ceux qui ont remporté les primaires au Cardugo, ce n'est quand même pas n'importe qui. Ce sont des maires.
maire de Komsilga, maire de l'arrondissement 11, maire de l'arrondissement 7, et 2 autres maires viennent de la liste nationale, arrondissement 3, Rayana, que vous connaissez bien, et arrondissement 6, Nakoulima. Y a-t-il dans un combat politique quelqu'un de plus proche des populations qu'un maire? C'est un commando de maire qui a pris les choses au Kadiogo. C'est pour ça que moi je rigole quand j'entends qu'on dit que l'UPC s'est affaibli. Les spécialistes du MPP qui connaissent bien la politique là vont vous dire que ça c'est mortel pour eux. Et vous allez voir le résultat. Monsieur le Président, nous allons pas nous attarder sur la question des démissions parce que votre programme est au cœur de cette émission. Tout à fait. Mais pour relever des mises au point que des proches de Nathaniel Ouedraogo ont faites, ils disent par exemple que Nathaniel Ouedraogo a refusé de participer aux primaires parce qu'il avait choisi, il avait demandé que vous reteniez les bulletins secrets au vote et vous avez préféré les mains levées. Non. J'étais là et plusieurs personnes étaient là. La directive dit que quand on doit passer au vote là, c'est l'Assemblée qui décide si on vote à main levée ou à bulletin secret. Donc on a demandé aux gens quels sont ceux qui sont pour qu'on vote à main levée, lever les doigts. Quels sont ceux qui sont pour qu'on vote à bulletin secret? Il a dit non, que pour cette première question même, il faut aller à bulletin secret pour la trancher. C'est ridicule. Ah, pour la question préalable, il faut aller à bulletin secret. Lui-même a été élu vice-président du Kadiogo, selon quelle procédure en 2018. Et c'est ça qu'il a regretté en fait. D'après ses proches, ils disent que Nathaniel Ouedraogo, après avoir gagné dans une élection à main levée, a trouvé qu'il y a des gens qui n'adhéraient pas à sa gestion parce qu'ils n'ont pas voté pour lui ou parce que ici on cherche un candidat. S'il a pu gagner à main levée là, il peut gagner, sauf si sa cote a baissé. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est le syndrome des candidats qui se sentent perdus et battus. Mais je ne veux pas entrer dans ça parce que tout le monde était là. Si les gens sont forts, ils affrontent l'élection. Mais quand on rentre dans des Akika Yikawa, ça veut dire qu'en fait, on ne pèse pas rien du tout. Monsieur le Président Zéphirin Diabré, Rochma Christian Kaboré a gouverné pendant 5 ans. Oui. Vous avez été témoin de sa gestion. C'est ça. Quel est votre bilan? Non, quelle est mon appréciation de son bilan, vous voulez dire? C'est la même chose. Voilà, c'est ça. De son bilan, votre bilan de son bilan. C'est un bilan totalement négatif. Totalement négatif. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Burkinabés qui le disent et qui le pensent. Et on peut prendre les domaines. Bien entendu, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le domaine de la lutte contre le terrorisme, la question de l'insécurité. Sur ce plan, c'est une faillite totale. On n'a jamais vu ça dans notre histoire politique récente, ce qui arrive donc à notre pays. On peut discuter à tort et à travers pour savoir si c'est qui, mais le fait est là. Ils ont pris un pays qui était sûr dans ses frontières en 2015. Ils vont nous laisser en 2020 un pays qui est infesté par des terroristes, où 1 100 000 personnes ne sont plus dans leurs maisons, leurs champs, leurs boutiques et leurs parcs d'élevage. Ce sont donc des personnes déplacées internes à travers le pays, des milliers de morts et surtout un tissu social qui est complètement détruit, où une partie de la population, et je pense par exemple à nos frères Peul, se sentent marginalisés et disent qu'ils sont indexés. C'est ça le bilan sur le plan sécuritaire. On peut le tourner dans tous les sens, mais la réalité, elle est là. Alors on peut trouver des excuses, et c'est normal, puisque on dit l'homme est 9, il n'est pas 10. J'imagine qu'il a fait ce qu'il a pu, mais le résultat est là. On peut prendre d'autres aspects. Je prends par exemple la question de la gouvernance. C'est un régime qui est issu d'une insurrection populaire, donc qui était porteur de cet homme d'aspiration, dont il a vu l'expression la plus véhémente et la plus violente en 2014. Malheureusement, écoutez l'ASE, écoutez tous les rapports que l'on fait, la corruption est repartie. Ce qu'on a combattu, ce qu'on ne souhaitait pas revoir, c'est là, et en force. Et ce n'est pas nous qui le disons. Même Bénéouane Sankara le dit dans ses déclarations en disant qu'il n'y a pas eu de rupture avec l'ancien système. Mais c'est que là, il y a quand même anciens ministres qui répondent devant la justice. Oui, mais justement, c'est pas moi qui parle. Des anciens conseillers qui démissionnent. Bah oui, mais justement, c'est qu'il y a problème. Est-ce que des conseillers doivent être là pour faire des deals et tout ça? Non. Je vous dis, la corruption est repartie. Est-ce qu'on l'a puni comme il se doit? Non. Je pense qu'à ce niveau-là, si je suis élu, c'est très clair, il y aura la mise en place d'un système spécial, d'un tribunal spécial et permanent. Un tribunal spécial et permanent qui va ressortir tous les dossiers de l'ASE. Parce que l'ASE a un problème. Et ils font des enquêtes, mais la suite, ils ne sont pas maîtres de ça. Et personne n'est là pour amener la suite. Il faut que ces dossiers-là sortent en masse. Et qu'il y ait un tribunal spécial, comme on a dans beaucoup de pays, et qui siège en permanence. Et que vous aurez l'occasion d'y aller pour faire en sorte que les auditeurs entendent. Et que les gens défilent un à un. Voilà, dossier après dossier. Il faut faire ça parce que la question de la gestion du bien public, c'est une question cardinale pour le développement.
si on n'arrive pas à extirper ce que l'on voit actuellement là. On a une culture de la recherche de l'argent. Vous savez, moi, je suis un libéral. Pour moi, c'est simple. Si tu veux de l'argent, tu vas dans le business. Au privé. Oui. Et nous, les libéraux, nous avons dit que c'est le privé qui est le moteur de la croissance. Si tu veux de l'argent, et tu as le droit, va dans le privé. Monte des affaires. Cherche l'argent et gagne-le. Mais ne mets pas la main dans la caisse de l'État. Ça, c'est pour tout le monde. Même du point de vue moral, ça pose problème. Et là, il faut qu'il y ait une vigueur un peu dans ce que l'on fait. Il y a la question de la politisation de l'administration, qu'on a combattu sous l'ancien régime, qu'on va revenir en grande force. Il y a la question du foncier. Il y a de cela quelques jours encore, des femmes manifestaient par rapport aux parcelles. Les lotissements, ils sont où et qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un gros dossier qui va amener une explosion dans ce pays, parce que les gens ont le sentiment que les sociétés immobilières sont devenues, par leur copinage avec le pouvoir là, accaparent les terres des gens et laissent les pauvres citoyens. Si on ne fait pas attention, ça c'est une affaire qui peut nous amener à la guerre civile. Et puis il y a la grande question de la réconciliation nationale, sur laquelle on entendait ce régime depuis 5 ans. Maintenant ils nous disent, si on est réélu, au mois de juin on va le faire. Comment on fait en 6 mois ce qu'on n'a pas fait en 5 ans? Moi je vous dis, et je l'ai clamé partout, sur la base d'ailleurs des positions prises par l'opposition. Puisque d'après nos propositions, s'ils avaient suivi, c'était au mois de juin là qu'on devait avoir le grand forum de réconciliation. La pluie nous bat, c'est pas bon que nous on soit en train de nous battre. Réglons nos problèmes. Appelons tout le monde, selon la vision, vérité, justice et réconciliation. Asseyons-nous, disons-nous toutes les vérités, soldons nos comptes, oublions le passé et affrontons maintenant les défis de l'avenir. La liste est longue, mais comme il faut que je donne la parole. Mais vous n'avez pas évoqué justement là où le président du Faso pense avoir fait quelque chose, là où il pense que son bilan est positif, la gratuité des soins, l'accès à l'eau potable, il a pratiquement mis fin au zéro corvée d'eau. Mais dans le domaine de l'eau, aux infrastructures. Non, dans le domaine de l'eau, il faut quand même reconnaître que même avant qu'il n'arrive, on était déjà à un ratio qui était très très bon. Ça, c'était un travail qui a été fait depuis plusieurs années. Les infrastructures, c'est normal, ils sont venus trouver des projets en pipeline, comme on dit. Ils les ont conduits à bout. Et je pense que d'ailleurs, quand c'est comme ça, il faut reconnaître un peu les mérites à celui qui vous a précédé. Parce qu'un régime qui a fait 27 ans, il vous laisse beaucoup de projets en pipeline. Et vous aussi, vous venez vous ajouter. Alors, quelle est la part qui leur revient à eux? Quelle est la part? Il faut dire ça aux gens pour qu'ils comprennent. Voyez. La gratuité des soins, c'est une bonne nouvelle si elle peut se généraliser. Le drame, c'est que ce qu'on entend comme écho, parfois amène des problèmes. Les gens vous disent, mais on annonce ça, et quand on va dans les centres de santé, on nous donne du paracétamol. Elle est où la gratuité? Quelle est l'effectivité, la réalité sur le terrain, au point que ça crée même des tensions entre le personnel soignant et les malades, qui croient que donc les médicaments sont là, et que c'est le personnel soignant qui en fait la rétention. Donc c'est des domaines dans lesquels il faut avoir une approche beaucoup plus équilibrée en termes de jugement. Vous pensez que les conditions n'ont pas été réunies pour aller à la gratuité des soins? Ce que je vois dans certains centres médicaux me pose problème. Alors peut-être qu'il y a encore des efforts qui doivent être faits, ou qui sont en train d'être faits, mais je vous dis, il y a des centres de soins, je ne sais pas si vous êtes allé déjà, il y a des centres de soins où quand vous allez, c'est annoncé, mais ce n'est pas effectif. Voilà. Monsieur le Président, il y a un certain nombre d'organisations de la société civile qui ont donné de la voix, qui ont mené des plaidoyers pour que vous travaillez à travers vos programmes respectifs, tous les candidats pratiquement, sur un certain nombre de questions, dont les inégalités. Est-ce que vous êtes prêt à lutter contre les inégalités? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une vision économique, hein, gérer un pays et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité. Mais ça dépend du type d'économie que vous créez. Ça ne tombe pas en l'air. Ce n'est pas une question de redistribution comme ça. L'argent n'est pas possible, on redistribue. On crée une économie qui, dans la manière de distribuer les revenus, fait qu'au moins les gens sont au même niveau. Je vous donne un exemple. Hein. Selon que vous mettez l'accent sur l'agriculture ou le secteur minier, vous n'avez pas les mêmes retombées en termes d'inégalité. Le secteur agricole, par exemple, le secteur agricole ou le secteur industriel mécanique, ce sont des secteurs qui sont à haute intensité de main-d'œuvre, qui emploient beaucoup de gens. Vous voyez, par exemple, le cas du coton. On a un système avec la Sofitex, des intrants, de l'encadrement, des équipements, de l'achat, qui fait que des revenus sont distribués. C'est ça qui permet que plusieurs foyers, plusieurs familles puissent en bénéficier. Mais quand vous prenez un secteur minier, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas cet aspect-là. Donc il faut imaginer des secteurs économiques qui ont la caractéristique de faire en sorte que par leur retombée, ça bénéficie à tout le monde. Et puis il y a maintenant ce que l'État doit faire par la ponction sur l'impôt qui sanctionne un peu, en tout cas qui montre un peu le souci
de faire en sorte que le bien commun soit pris là et qu'on redistribue à travers les équipements, les accès à beaucoup de choses. Parce que les inégalités, ce n'est pas que de revenus. Par exemple, l'inégalité de l'accès à l'école, de l'accès à l'eau, aux infrastructures, ça, on peut corriger ça à ce niveau-là. Mais pour les revenus, il faut imaginer. Donc, il ne faut pas dire simplement, on lutte contre les inégalités. Alors, on le fait comment? On lutte contre les inégalités en créant une économie. Et c'est ce que je ne vois pas beaucoup dans les propositions qu'ils font. Il y a aussi, Monsieur le Président, la question de l'alimentation, Oui. le droit à l'alimentation qui reste une question cruciale. Tout On a à vu fait. ces OSC qui sont sortis pour demander aux différents candidats de réunir les conditions quand ils seront élus pour que ce droit-là soit véritablement accessible à tous les Burkinabés. Mais depuis 2015, je ne sais pas si vous avez suivi la campagne que j'ai menée, j'avais un slogan là, et puis une affiche. Par famille, 3 repas par jour. Vous avez vu ça? En 2015. Oui, en 2015. 3 repas par jour par famille. Il ne suffit pas de le dire. Hein. Non, mais c'est ça. Mais non, Faut moi le je, faire. moi je l'avais. Parce que j'avais dans mon programme. Et ça passe par quoi? Mais ça passe par une modernisation de notre agriculture. Il faut qu'il y ait un programme qui vise à l'abondance. Mais ça commence par un certain nombre de réformes, dont la première, c'est la question de la mécanisation agricole. Ce n'est pas avec des dabas qu'on va réussir ça. Il faut que l'on fasse une révolution agricole où, par village, on ait au moins un tracteur qui puisse être utilisé de manière communautaire pour faire en sorte que les gens puissent faire leurs travaux. Si 60 ans après l'indépendance, on est encore voir les gens courbés dans les villages pour faire ça, ça pose problème. La question de la mécanisation agricole. Deuxièmement, la question de l'irrigation, pour que l'on puisse avoir plusieurs récoltes dans l'année, puisqu'on n'a que la pluie pendant 3, 4, 5 mois dans l'année. La question de l'irrigation. Et moi, mon programme, c'est de dire, on peut irriguer des plaines, mais il y a une idée que nous avons qui est de dire, si chaque village avait un grand château d'eau, un immense château d'eau par village, un château d'eau par village, qui marcherait grâce à l'énergie solaire, qui pomperait l'eau, le mettait là et le redistribuait le soir en bas. Avec ça, vous faites 2, 3 récoltes dans l'année. Si vous avez ça, il y a de quoi manger. Et à côté de ce que l'on fait comme culture vivrière, il faut développer d'autres cultures que nous vendons pour avoir des revenus, parce qu'un pays s'enrichit aussi quand il vend des choses à l'étranger. On vend actuellement le coton. Il y a beaucoup d'autres cultures que l'on peut introduire dans certaines zones-là, qui peuvent faire en sorte qu'il en soit ainsi. Si on fait ça, on a d'un côté l'abondance alimentaire et de l'autre des revenus qu'on distribue. La question du droit à l'alimentation est réglée. Il y en a qui ont plutôt mis l'accent sur le droit au logement, en Oui. particulier la coalition des associations pour Tout à le fait, droit tout à fait. au logement. Est-ce que c'est possible de donner un toit à chaque famille du Burkina? On doit aspirer, mais là on a un problème. Il faut que les gens s'en rendent compte parce qu'on a une population qui augmente très rapidement. On appelle le taux de croissance démographique. Ça va très vite. Vous voyez, tous les 20 ans nous doublons, tous les 20-25 ans nous doublons. Nous sommes 20 millions, dans 20-25 ans on est 40 millions. Mais le pays ne s'élargit pas. Et les villes ne s'élargissent pas. Comment on fait? Forcément, les terres deviennent de plus en plus rares. Il faut qu'on ait une politique intelligente. Mais ce qui nous arrive là, c'est arrivé à d'autres. Il y a un paramètre sur lequel on ne va pas échapper, notamment dans nos villes, c'est que viendra un moment où on sera obligé d'aller en hauteur. On ne pourra pas continuer à nous L'étalement. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est une nouvelle culture qu'il faut qu'on imagine et on inculte, comme c'est le cas qui a été fait ailleurs. Parce que les villes doivent avoir des limites. Sinon, ce sont les terres cultivables là que nous continuons à occuper pour faire des maisons, mais on cultive et où pour vivre et manger maintenant. Donc c'est un problème. Mais je pense qu'on peut... Quand on dit le droit au logement, on n'a pas dit qu'il faut remettre à chaque Burkinabé une maison. Mais c'est ça l'esprit Non, jusqu'à non, présent. Non. Et c'est On a dit l'esprit qu'il faut- révolutionnaire non. qui est resté. Non. Chacun C'est veut une même pas- parcelle Oui, voilà, de 300 mètres mais carrés il faut voir. Il faut... pour y vivre avec sa Non. famille. Un logement, c'est pas forcément une maison individuelle. Un appartement est une maison, est un logement. Et même sous la Révolution, on en avait aussi. Si vous Il y a la cité en Oui, trois. voilà, par exemple. pour en témoigner. Mais je vous dis, tel que la population augmente là, on ne pourra pas continuer éternellement à avoir des maisons individuelles. Mais les hommes politiques et les femmes politiques ont parfois peur d'affronter le public sur cette question. Du genre pour dire bon, chacun n'aura pas sa parcelle, mais Non. chacun peut avoir un logement Si on fait des lotissements, notamment, vous voyez, dans beaucoup de zones non loties, qui sont des zones périphériques, qui ne sont plus des zones de culture, il faut déjà par ça régler au moins une partie de la question. Toutes ces zones non loties, il faut les lotir parce que ce ne sont plus des zones de culture. Donc on les lotit, on donnera au maximum, mais on donnera à ceux qui en ont réellement besoin et ne pas laisser la spéculation ou la corruption s'installer dedans. Là, ça permettrait que le maximum de familles aient. Et puis repenser maintenant l'ensemble du système de logement. Je vous dis, sur le long terme, il faut qu'on ait des nouvelles visions dans ce domaine-là. Sinon, ce n'est pas tenable. Parce que la population augmente, c'est 3,4%, c'est quand même énorme. Donc si tous les 20 ans on double, ça va créer un problème. Mais si
on fait ce lotissement, pas commando comme on disait sous la Révolution, mais à grande échelle, ça permet au moins de résoudre. Et là, il aurait fallu lever la mesure qu'on y aille. Il y a aussi, Monsieur le Président, la question de l'accès aux femmes aux terres, oui, parce que vous avez tantôt évoqué la marche des femmes, des organisations de la société civile qui réclament aussi cet accès aux terres. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez à ce sujet? Mais vous savez, c'est un problème qui est évoqué dans mon programme, en commençant par un autre bout. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, je pense que le métier d'agriculteur ne doit plus être un métier par défaut. Or, aujourd'hui, malheureusement, on devient agriculteur parce qu'on n'a pas réussi dans un village, parce qu'on a, en quelque sorte, échoué partout. Il faut que le métier d'agriculteur devienne un métier choisi, pour lequel on a été formé, comme ceux qui sont formés pour devenir infirmiers, vétérinaires, instituteurs. Il faut que ce soit un métier choisi. Et dans ce métier choisi-là, je viens bien entendu les femmes, qui doivent pouvoir s'installer comme agriculteurs. Et là, clairement, il faut qu'il y ait l'accès égalitaire à la terre, dans des conditions maintenant qu'il convient de définir. Est-ce que l'État prend des terres, les aménage, par exemple? Il faut les aménager. Et donc, les parcelles et les installe comme agricultrices ou agriculteurs avec des intrants, des équipements, un fonds de roulement, bon, pour qu'au moins la première saison, ils puissent en sortir. C'est des schémas qui sont tout à fait faisables. Mais oui, il faut que les femmes aient accès à la terre. Et au-delà de la terre, d'ailleurs, il y a beaucoup de droits sur lesquels on ne doit plus avoir des différences entre les gens. Tout à fait, notamment l'accès au crédit, parce que les femmes n'ont pas véritablement de garantie pour accéder au crédit. Bon, ça, c'est un peu tout le monde, en fait. Quand on parle de garantie, ce n'est pas que les femmes, c'est tout le monde, en réalité. Il n'y a pas une interdiction légale. Par contre, vous savez, il y a des pays développés où, dans les années 50, là, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Je ne veux pas citer pour ne pas embarrasser quelqu'un. Des pays très développés, qui nous prenons comme référence là, et jusqu'en 50 et quelques, la femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Pour avoir un compte en banque, ça peut être que le compte de son mari. Là, c'est une interdiction légale. Ici, quand vous amenez un dossier de crédit à la banque, on vous demande des garanties, mais quand un homme aussi amène ce dossier-là, on lui demande la même chose. Maintenant, on peut mettre en place des mécanismes pour soutenir les activités féminines là et se substituer à la demande de garantie, là où c'est faisable. La dernière OSC qui a donné de la voix et que nous avons retenue, c'est celle qui a mis en avant l'emploi des jeunes. Tout à fait. L'emploi des jeunes, c'est le casse-tête chinois de tous les candidats. Et de tous les pays. Et de pratiquement tous les élus qui n'arrivent jamais à relever ces défis. Mais l'équation n'est pas compliquée. Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est simple. Nous formons des jeunes avec un profil donné, et puis il y a une économie qui a notre profil. Comment voulez-vous qu'il y ait... oui, mais depuis toujours, même quand vous étiez ministre, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais pourquoi ça ne change pas? Mais il faut changer, Mais regardez, par exemple, quand on sort ici et qu'on regarde, je prends un exemple, les téléphones portables. La majorité, c'est une marque d'un pays de l'Asie, non? Mais dans ce pays-là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des écoles sous paillotte. Comme chez nous aujourd'hui. Comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là? Ils ont changé le type de formation. Radicalement. Là aussi, parfois, on a peur des habitudes. On a parfois inculqué dans l'esprit de tout le monde qu'il y a des filières qui vous amènent à faire des grands discours, à occuper des fonctions importantes, et que les filières dites techniques là ne sont pas des filières qui sont les bonnes. Il faut rééquilibrer ça. Et puis, deuxièmement, et c'est là le fond du débat, il ne s'agit pas de former les gens. Il faut construire une économie qui puisse permettre ça. C'est pour ça que dans mon programme, il y a la notion de révolution industrielle. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas offrir des emplois durables. Et en quoi consiste cette révolution industrielle? Mais il faut que notre pays s'industrialise, notamment au niveau des industries mécaniques, et qui s'ajoute à la transformation industrielle des produits agricoles. C'est ces deux-là. Mais notamment l'industrie mécanique, on ne l'a pas. Il y a beaucoup d'objets ici que nous avons, que nous ne fabriquons pas nous-mêmes et qu'on ne peut fabriquer. On dit souvent que la Chine est devenue l'usine du monde. Oui. Mais elle n'est pas née l'usine du monde. Quand vous sortez dehors, toutes les motos, elles sont d'où? Oui. Elles sont chinoises, non? Vous pensez qu'une moto, c'est impossible à faire par un Burkinabé? Mais là, la question du financement se pose non, aussi. Non. Les jeunes n'ont pas véritablement... Non. En la matière, c'est d'abord l'idée et la compétence. Quand vous prenez, je me souviens, Bill Gates, là, qui a créé ce qu'il a créé, vous croyez qu'il avait un an? Non. Si le projet est bon, il y a actuellement beaucoup d'argent ici et à travers le monde qui ne cherchent que des projets innovateurs. Mais ça dépend que l'État maintenant met ce nombre de conditions, recrute les compétences qu'il faut
créer le cadre technologique et ensuite on avance. Et ça, on va le faire. Monsieur le Président Zéphirin Oui. Diabré, vous proposez au Burkinabé un nouveau départ pour sauver le Burkina Faso. tout à On fait. imagine que en filigrane, il y a la question sécuritaire Oui, tout à fait. et que vous abordez abondamment dans votre programme. Mais là où il faut commencer avec vous, c'est au niveau de la question idéologique. L'UPC a muté depuis 2010. Sans idéologie libérale, social-libérale. Est-ce qu'après, vous n'allez pas vous retrouver à gauche? Non, on n'a pas muté. Vous avez muté? Non, vous êtes là, vous provoquez là. Je vous reconnais là. Non. C'est un débat qui a été posé à un moment donné. Parce que dans la vie d'un parti, il faut le poser à un moment donné. Donc quand on l'a créé, le débat n'a pas été tranché. Donc ça veut dire qu'on a muté. On l'a créé, posé à un moment donné. Et dès le départ, c'est l'option social-libérale, qui est celle de l'économie de marché. Et c'est ça qui va sauver nos jeunes là. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est pas. C'est Parce que dans votre programme, vous citez des personnalités dont l'œuvre est reconnue à gauche. Qui ça? Quand vous dites Thomas Sankara, Joseph Kizerbo, Oui. vous les citez comme des références. Parce que ce sont des gens qui ont apporté des choses à ce Pas pays. forcément mais sur- avec des idées de gauche. Pas sur la question de l'économie. Attention. C'est pas sur le- Il y a des valeurs qu'ils défendent. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan économique, je suis d'accord avec eux. Attention. Sur le plan de l'économie, il n'y a pas un système économique qui peut donner des emplois en dehors du système basé sur l'initiative privée. Je m'excuse, ça c'est écrit. Ça c'est l'histoire qu'il a écrit. L'État sera toujours limité quand il s'agira de créer des emplois. Et c'est le cas aujourd'hui, ça a été le cas hier, ce sera le cas demain. Quand vous sortez dehors, là, on a combien de fonctionnaires au Burkina Faso? 190 000, 200 000. Sur combien de Burkinabés? À 20 millions. Les autres la vivent de quoi? Vous-même, vous êtes ici dans une structure là. Au privé. C'est le privé, non? Ça commence par là. C'est le privé. Quand vous sortez là dans la rue, là, toutes les boutiques là que vous voyez là, c'est quoi? C'est pour l'État? Non, c'est du privé. Tous les acteurs, les gens que vous voyez qui sont en train de vendre ou d'acheter là, c'est l'État? Non. Donc c'est le privé qui fait le développement. Ça, c'est une vérité de la palissade. Donc, c'est dans le secteur privé, et notamment dans l'auto-emploi, que beaucoup de jeunes vont trouver leur salut. Comme ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres pays, par la création de petites et moyennes industries, à travers lesquelles il y a tellement de choses que l'on peut inventer. Et on voit d'ailleurs des pays comme l'Éthiopie qui sont déjà dans ce circuit. C'est pas compliqué. Monsieur le Président, Oui. l'inquiétude de plusieurs Burkinabés, c'est cette question de privatisation, parce que si on y va, c'est comme si on donnait libre cours à ces grands opérateurs-là de fixer leur loi sur le marché, sur la loi du marché sur le terrain. Mais on ne parle pas de la même chose. Privatisation, c'est quand quelque chose appartient à l'État et qu'on prend et qu'on vend à un privé. Là, je vous parle de quelque chose créé par des gens qui sont des individus comme vous et moi. Et je reviens, votre groupe là, ici, là. C'est quelqu'un qui a créé ça, non? Le groupe Oui, ça va. nous sommes du privé. Voilà. Est-ce que c'est une privatisation? Non. C'est votre patron et d'autres personnes qui sont assis, qui ont imaginé un groupe, qui l'ont créé. Quand vous sortez dans la rue, là, tout ce que vous voyez comme les boutiques, là, qui les a créés? Ce n'est pas des gens. C'est ça qu'on doit faire. On doit inciter les gens à créer des entreprises. On doit mettre en place un environnement qui favorise ça. Et surtout, on doit éviter un esprit qui est vraiment mauvais qui est au Burkina Faso. Quand quelqu'un amène un projet, de grâce, il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir là demandent que forcément il faut qu'ils soient actionnaires. Ou il ne faut pas qu'au niveau de l'administration, on lui donne des blocs. C'est ce que vous avez vécu, vous avez... Il faut laisser, les gens vivent ça, il faut laisser les gens créer leur entreprise. Il faut laisser, nous, l'État doit mettre le cadre et inciter les gens à travailler. C'est comme ça qu'on développe une économie. C'est là où on emploie des jeunes. L'État ne pourra pas, il faut dire, ne pourra jamais employer tout le monde. C'est pas possible. Et sur 20 millions, vous me dites qu'on a 140 000 de fonctionnaires. Oui, 190 000. 000 fonctionnaires, après 200 000. 200 000. Oui. 10%. Les autres, là, vivent de quoi? Ils vont vivre de quoi? C'est les activités que les gens mènent pour eux-mêmes, qu'ils mènent dans des sociétés qu'ils ont employées. C'est ça là qu'il faut développer. C'est cet esprit-là. Mais nos jeunes n'ont pas été outillés pour ça. Ils ont des formations, mais ils n'ont pas toutes les formations qu'il faut pour être des entrepreneurs. Dans votre programme, vous parlez de créer sur 5 ans 2 millions d'emplois. Oui, on essaiera. Comment c'est possible? Oui, mais par ça, ce que je vous ai dit, j'ai bien expliqué. Si vous libérez, vous libérez les énergies de l'entrepreneuriat, vous libérez vous allez voir, vous choisissez des secteurs. Par exemple, moi, l'industrie, il y a tout un tas de secteurs, mais je ne vais pas le dire ici, il faut qu'on garde ça pour nous-mêmes, des secteurs sur lesquels je pense qu'on doit lancer des grands chantiers. Et on a des gens et des compétences qui vont venir là et qui vont employer des jeunes. Il y a des choses que des pays font à l'extérieur que moi je veux ramener ici. Ça s'appelle la délocalisation. Parce que les pays font des choses et à un moment donné, ils en ont marre.
je vous donne une confidence. Oui. Écoutez ce que je vous dis. Hein. Actuellement, nous sommes en train de rouler sur la plupart des Burkinabés. C'est des motos chinois, non? Dans moins de 10-15 ans, vous allez voir. Ce ne sera plus des motos chinoises. Parce que de la même manière que votre génération roule sur des motos chinoises, il y a une autre génération qui avait roulé sur des motos japonaises. Et une autre qui a roulé sur les motos européennes. Ici, dans le même pays, là. C'est-à-dire que quoi que les pays, à un moment donné, abandonnent les activités pour faire d'autres activités. Qui reprend ça? Et je vous fais une deuxième confidence. Quand les Chinois vont abandonner les motos là, si nous ne faisons pas attention, c'est les Vietnamiens qui vont le prendre ça. Les motos? Oui. Les Indiens, ils sont dedans, mais eux-mêmes, ils vont lâcher. Les Vietnamiens vont le prendre ça. Pendant ce temps, nous, on dort. Il y a des secteurs comme ça pour lesquels nous, on doit pouvoir mettre en œuvre des stratégies innovantes là, pour reprendre les choses en main. C'est pour ça que je parle de révolution industrielle. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut et que l'on va faire dans ce domaine. Aujourd'hui, le budget 2021 du Burkina Faso est en recette de l'ordre de 2000 milliards, en dépenses de 2600 milliards avec un gap de 540 milliards de déficit. Est-ce que c'est le budget qui est le reflet de notre économie? Oui, d'une certaine manière, c'est un instrument, c'est aussi le reflet, puisqu'il est composé de ce que l'on a comme recette, à travers les impôts et les taxes. Bon, il s'ajoute un peu ce que donnent les partenaires de développement, mais c'est le reflet de notre économie. Ça veut dire que vous viendrez à Kosiam, qu'on aura le même budget. Il faut élargir l'économie, il faut la recréer, il faut le renouveler, on a besoin d'une nouvelle économie. Et les paramètres sont là. C'est une science qui est compliquée, mais on n'est pas les seuls à être passés par là. Des pays ont commencé, ils n'étaient pas à notre niveau, dans les années 60, ils nous ont dépassés. Il faut quand même regarder ce qu'ils ont fait. On tire des leçons, même si on ne copie pas. Et je vous dis, notre économie doit être refaçonnée par les deux révolutions dont je vous ai parlé. La révolution agricole et la révolution industrielle. Une de nos failles aussi au niveau économique, c'est notre ouverture à l'extérieur, notre ouverture à l'assistanat. Pratiquement une bonne partie de nos recettes budgétaires là viennent de l'extérieur. Comment on fait pour en sortir, pour compter sur nous-mêmes? Non, c'est parce qu'on n'a pas une économie forte qu'on est obligé d'aller faire à la galerie ou dehors. Si vous avez une économie forte qui fonctionne bien et où les recettes propres là, que vous dégagez là permettent de couvrir les besoins, pourquoi vous savez, la gestion d'un pays, en fait, c'est pas compliqué. Hein? C'est comme la gestion de vos familles et de vos budgets. Vous êtes ici, journaliste émérite, à la fin du mois, vous avez un salaire. On vous paye. Et vous avez un salaire, vous avez des dépenses en face. Si votre salaire là couvre vos dépenses là, et qu'il reste un peu, vous épargnez. Si ça ne couvre pas vos dépenses, et que le 15 du mois ou le 20 du mois, il y a un problème, il faut trouver une solution. Soit vous avez un ami qui vous donne de l'argent, soit vous allez emprunter, mais si vous empruntez, il faut payer après. Soit, malheureusement, si vous êtes dans une position où vous êtes capable de faire un acte qui n'est pas gentil et légal, vous le faites pour combler. Il n'y a pas mille solutions. L'État, c'est ça aussi. Un État, c'est des recettes que l'on a et des dépenses. C'est à ce que le gouvernement a de savoir, la priorité, on la met sur quoi parmi les dépenses. Et par exemple, un individu a des dépenses aussi. Il y a des dépenses de sa maison, des dépenses de nourriture, des dépenses de transport, des dépenses de santé, des dépenses de loisirs aussi. Si vous mettez 80% de votre salaire là dans les dépenses de loisirs, à boire la bière à droite et à gauche, vous mettez combien le reste? Et la gestion d'un budget de l'État, c'est exactement de la même manière. Donc c'est une question de choix prioritaire. Alors, Monsieur le Président, dans votre programme, vous proposez de faire du Burkina Faso un État nouveau, un État victorieux et prospère, en vous basant sur le Burkindlim ou l'intégrité. Est-ce à dire que vous n'êtes pas satisfait du niveau d'intégrité des Burkinabés? Non, pas du tout. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Si vous avez lu le programme de 2015, le concept était déjà là. L'idée est simple, hein, en fait. Hein, c'est de dire qu'un pays doit avoir une identité. Un pays a une identité. Il doit avoir des choses, des valeurs, des fondements autour desquels l'ensemble de la nation se retrouve. Et ça ne se limite pas à un François d'Anfani seulement. C'est beaucoup plus que ça. Et on le voit dans d'autres pays, y compris les pays, surtout asiatiques, qui nous ont donné la leçon à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on peut s'accorder, s'asseoir là, et dire, voilà ce qui caractérise notre identité. Et puis l'adopter et le formaliser, dans toutes ses composantes. Et on avance. Et si on ne fait pas ça, parce qu'on est soumis à des influences extérieures, et on est une société qui se brasse, parce qu'on a une société qui est locale, qui est aussi étrangère, parce qu'on a des compatriotes qui sont dehors, et on est soumis à des influences. Si on ne fait pas ça, on perd un peu le cap. Donc c'est ça,
et rien d'autre en réalité. Et pour éviter cette influence-là, vous parlez de création de nouvelles chaînes, parlant de médias, de chaînes privées pour ça, entre autres, valoriser. Ça commence d'abord au niveau de la formation, ce qu'on véhicule à nos enfants, et puis ce qu'on a comme... Vous êtes un véhicule pour véhiculer des messages en fait. Il faut qu'on ait des véhicules pour ça, pour véhiculer ce nombre de messages qui contribuent à renforcer notre identité, nos langues nationales, nos cultures, nos valeurs que peu de gens connaissent. Il faut qu'on ramène tout ça. Donc, quand je vous dis de nouvelles chaînes, ce n'est pas pour vous faire concurrence, c'est qu'on a un instrument nouveau qu'on ne peut pas confier. Ça, par exemple, ça relève forcément du service public, puisque c'est des choses qui ne vont pas rapporter de l'argent. Donc, le service public va être là, audiovisuel va être là pour être un service d'éducation aussi des populations et de raffermissement un peu de ces valeurs-là. Sur la question du Burkina, vous dites plusieurs choses sous forme de réformes concrètes parfois, conférence générale de la nation, adoption d'une charte des chefs coutumiers traditionnels. Oui, par exemple, sur la chefferie coutumière, moi j'ai observé que beaucoup de conflits qui divisent nos sociétés aujourd'hui viennent des questions de chefferie coutumière. Et ça, on a une bombe à retardement. On a même, pour la première fois, une zone où un roi a été introduit et qu'un deuxième roi est venu. Faisons beaucoup attention. Parce que jusque-là, c'était limité aux chefs de village et aux chefs de canton. C'est déjà monté d'un échelon. Il n'y a jamais un sans deux et jamais sans trois. Il faut qu'à un moment donné, on s'asseye avec l'ensemble des forces coutumières là, et qu'on essaie de s'accorder sur des démarches bien précises. Le problème que l'on a, c'est que nos arrière-grands-parents n'avaient pas inventé l'écriture. C'est la tradition orale. Mais nous, on peut l'attraper ça aujourd'hui. Les règles de succession, voilà, par exemple, n'ont pas en été fonction écrites. des zones, c'est pas écrit. Donc, chacun l'interprète à sa manière. Mais si on s'assoit avec les vieux, pour chaque communauté, etc., on peut définir sur lesquels on s'en tient. Sinon, si on continue comme ça, et vous voyez que derrière, souvent, les chefferies coutumières, il y a des politiciens qui sont en embuscade. Ça crée un problème parce que normalement, eux, ils sont le dépositaire de nos valeurs. Et ils sont supposés incarner quelque chose de collectif et d'harmonieux et de consensuel. Mais si eux-mêmes, ils se bagarrent maintenant, la référence, elle est où maintenant? La nation est déchirée, on ne va nulle part. Donc il faut qu'on rattrape ça le plus rapidement possible, bien entendu, avec l'implication très très forte et très très imminente des acteurs donc, de la chefferie coutumière eux-mêmes. Vous parlez de la rédaction d'un manuel du Burkina, de la diffusion de programmes, Adèle l'a dit, de programmes sur les cultures, de promotion des insignes culturels, de promotion des langues nationales. Tout à fait. Par une télévision publique. Ça, c'est une télévision publique. Vous voyez, par exemple, il y a une chaîne qui est une de vos concurrentes, là, que moi, je regarde souvent, qui est la chaîne Histoire. Vous la connaissez? Sur le bouquet. Oui. Vous apprenez beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant. Et un jour, j'ai rencontré, donc, d'ailleurs, un des années, je dis, mais attendez, moi, pourquoi vous ne parlez pas de l'histoire de l'Afrique ou de nos pays, là? Combien de jeunes aujourd'hui la savent? Quelle image, à quoi ressemblait Ouagadougou dans les années 60? Les personnages qu'on a eus. Pourtant, il doit y avoir quand même, j'imagine, des bandes, son nom. Des premiers présidents qu'on a eus. Ils ont fait des interviews. On ne voit pas toujours ça. Ailleurs, on le fait. Pourquoi on ne le fait pas? Il faut qu'on ait une chaîne publique. Pour que notre histoire, là... Et comme maintenant, on a la chance que tout est enregistré. Parce qu'il faut parler et penser et travailler pour l'avenir. Nous sommes là en 2020. Mais le monde continue, le Burkina continuera. 2020, 2030, 2040, etc. Il faut que dans 100 ans, un certain nombre de choses que nous faisons là, à travers ces chaînes publiques de l'histoire-là, les gens soient éduqués et formés. Et il faut le commencer maintenant. Alors, Monsieur le Président, un autre point de votre programme, c'est de résoudre définitivement la question énergétique. Tout à fait. Et en 2015, vous êtes venu avec une proposition sur le nucléaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est important et intéressant que vous sortez cette proposition-là. Vous avez, en son temps, lui et puis d'autres personnes m'ont dit, mais il est idéaliste. Oui, vous êtes idéaliste. Depuis lors, là-haut, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui en ont parlé en Afrique? On en entend parler de plus en plus. C'est souvent ce qu'on appelle avoir raison un peu trop tôt. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une seule source d'énergie qu'il faut privilégier. Il faut ce qu'on appelle un mix énergétique qui comprend toutes les formes d'énergie. Bien entendu, au regard du combat contre le réchauffement climatique, là, on met l'accent sur ce qui est renouvelable, notamment le solaire, par exemple, ou l'hydraulique. Mais à côté de ça, il ne faut pas se fermer les choses. Les Émirats arabes unis, qui sont un grand producteur de pétrole, sont dans le nucléaire. L'Arabie saoudite, grand producteur de pétrole, ils sont dedans. Le Rwanda, le Togo, le Ghana ont déjà signé des accords pour y aller. Quand j'ai dit ça en 2015, on dit « Oh, attention !» Il y a à peine 5 ans. Oui, oh là là là, ils nous amènent où là vraiment?
c'est une bombe qui... Mais c'est parce qu'on ne voyait rien venir, aucune condition n'était réunie. Non, il n'y a pas de condition, même maintenant. Je veux dire, c'est souvent les idées, parfois, quand elles sont en avance dans leur temps. Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux qui avaient critiqué ça me disent « Ah, mais finalement, tu n'as pas tort, parce que nous, si on entend que tel pays africain, il dit voilà, c'est ça le problème du Burkina. » Mais c'est peut-être des projections dans 10, 15, non, 20 ans. Mais ils ont commencé. Mais il faut commencer à un moment donné. On doit gérer ces pays-là en regardant loin. Même si on regarde aussi en bas. Mais on ne regarde pas uniquement en bas. Ce que nous faisons là-haut, c'est pas pour... il y a des choses qu'on fait pour maintenant. Mais il y a des choses que l'on fait pour les générations qui arrivent. Si on n'y pense pas maintenant. Et c'est ça le problème de nos pays. Il faut une vision. Et parfois, vous ne serez même pas là quand ça va se réaliser. Mais il faut que quelqu'un trace les chemins. Ce que certains grands pays font aujourd'hui là, c'est des gens qui ont tracé les chemins. Donc c'est dans ce sens-là que j'avais mis la proposition, qui reste d'actualité, mais mélangée à tout un ensemble de formules qui, je crois, nous permettront de résoudre définitivement la question des délestages au Burkina Faso. Merci, Monsieur le Président. Avant d'aborder le dernier virage de notre émission, moi, à COSIAM, il y a la question de la cohésion. Oui. Il y a la question de la cohésion. Dans votre programme, vous insistez là-dessus. C'est très important pour vous. C'est capital. C'est l'urgence à côté de la question de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on est une nation déchirée. Les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. On est une nation déchirée. Et quand je dis déchirée, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre civile. Mais regardez un peu dans tous les terroirs, là, il y a des tensions sur beaucoup d'aspects qui sont en train de fermenter. Sur des questions de terre, des questions de chefferie, des questions de stigmatisation. Il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que quand ça va s'agréger là, ça va être une bombe qui va exploser. C'est pour ça que la question de la réconciliation nationale est une question qu'il faut poser rapidement et la résoudre. Et c'est là où je suis vraiment déçu que le candidat sortant, pendant 5 ans, n'ait pas mis l'ardeur qu'il fallait pour résoudre cette question-là. Ça demande quoi? Un leadership au sommet de l'État? C'est une volonté politique. L'opposition a même envoyé un mémorandum qui donne un peu sa vision et ses propositions. Et je vous l'ai dit, ce que j'ai dit il y a quelques minutes là, c'était au mois de juin 2020, que le grand forum là, qui était l'étape ultime là, devait avoir lieu. Si on avait fait ça, on a abordé ces élections dans un esprit beaucoup plus apaisé. Au lieu d'attendre des calculs politiques pour dire je suis réélu, je vais. Non. Ça, si on y croit, on y va. Ce n'est pas une question de je suis élu. On y va à la réconciliation si on y croit, si on pense que c'est bien pour notre pays. Si nous nous battons tous là-haut, comment est-ce qu'on peut battre nos adversaires qui nous battent? Il faut qu'on le fasse rapidement. Et que des pans entiers de la société, et je reviens à nos parents Peul, qui se sentent d'une manière, à tort ou à raison, stigmatisés ou exclus, il faut qu'on les rassure. Nous sommes tous des Burkinabés. Il faut qu'un certain type de langage que l'on entend parfois là, il faut que l'on fasse beaucoup attention. Nous sommes tous des Burkinabés. Et Dieu nous a mis dans un terroir ici. Il a mis certains avant d'autres. Et l'histoire, c'est qui est venu ici avant d'autres. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Oui. Dans votre programme, vous parlez des Corléo, des Dozo. Oui. Comment est-ce possible de les mettre ensemble? Mais c'est de faire en sorte qu'ils avancent unis. Ils ont sans doute des missions un peu différentes, mais ils contribuent d'une manière ou d'une autre au travail de sécurisation. Donc on peut, tout à fait, c'est une question de volonté politique. D'accord. Monsieur le Président, nous abordons la dernière étape de cet entretien et vous avez tantôt parlé des questions de justice. Vous, à COSIAM, quelle sera votre idée des dossiers emblématiques? Thomas Sankara, Norbert Zongo? Que ce soit pour ces dossiers ou pour tous les dossiers, la règle, elle est bien connue, c'est l'indépendance du système judiciaire pour qu'il puisse faire son travail en toute sérénité. Moi, je m'en tiens à ça. Il est hors de question d'aller intervenir dans un sens comme dans l'autre. Ce sont des dossiers qui sont déjà en cours, ils vont poursuivre leur cours. Toutes les personnes qui sont citées seront approchées et chacun dira sa vérité. Moi, je ne connais pas de coupable à l'avance et je fais beaucoup attention dans ce domaine-là. Faites attention, il n'y a pas de coupable connu à l'avance. Il suffit que les gens soient interrogés pour que chacun dise sa vérité et la justice va trancher. Donc, il n'y aura pas de changement dans le statut de l'indépendance de la justice. Si vous êtes à COSIAM, quelle sera votre idée de la lutte contre la corruption? Mais je vous ai dit, la création d'une cour de répression, une cour spéciale, qui va être mise rapidement en place dans les 3 premiers mois. Je sais que j'aurai un débat avec les magistrats sur cette question, mais on va s'entendre. Ça, c'est au niveau de la répression. Oui. C'est au niveau de la répression, au niveau de la prévention. Non, il y a des questions d'avoir la mise en place. En réalité, au lieu d'attendre que l'on vole pour attraper les gens, il faut faire en sorte qu'ils ne volent pas. Mais là, c'est une question d'organisation de l'État. On peut se organiser de telle manière que les gens n'aient pas à manipuler de l'argent ou qu'ils ne puissent pas voler, ou qu'il y a tout un de systèmes de contrôle qui permettent ça. Et ça, il faut le renforcer. Mais si, ultimement, il y a un vol, il faut qu'il y ait une cour de répression qui soit là pour sanctionner les gens. Monsieur le Président, vous, à COSIAM, quelle sera votre idée de la souveraineté du Burkina Faso et son ouverture au monde? Elle sera pleine et totale, y compris la souveraineté monétaire.
Moi, je suis un fervent partisan d'une monnaie de la CEDEAO. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler. Vous avez évoqué dans votre programme. Oui, la monnaie de la CEDEAO. Parce qu'en fait, la monnaie, c'est quoi? Quel est le rôle d'une monnaie? C'est une monnaie d'échange. C'est ça? La monnaie, c'est pour pouvoir faire du commerce avec les autres. Et ceux avec lesquels on doit faire le commerce d'abord, ce sont ses voisins. Un pays s'enrichit quand il vend à ses voisins, il achète à ses voisins. Donc, moi, je milite pour que dans l'espace CEDEAO, qu'on puisse avoir la même monnaie que le Nigeria, que le Ghana, que le Sierra Leone, que le Libéria, que la Guinée-Conakry. Nous, déjà, dans l'espace UEMOA, on a une seule monnaie que l'on a, qui soit une monnaie qui nous permette un peu de faire du commerce, pour que quand, par exemple, les Burkinabés veulent vendre des tomates au Ghana ou au Nigeria, ils ne soient pas en train de faire du change pour du naria. Voilà. Si on a ça, et qu'eux aussi, ils achètent chez nous, nous on achète chez eux, et chacun aura des idées comme ça pour se développer, là, ça permet d'aller et venir. Et cette monnaie-là, il la faut rapidement. Si vous êtes à Kosiam, quelles seront vos priorités des 100 premiers jours? C'est compliqué à dire vu ce temps-là, mais il y a deux domaines dans lesquels, bien entendu, au regard de ce que je viens de vous dire là, l'action va porter. Il y a la question sécuritaire et puis la question de la réconciliation nationale. Probablement, s'il y a un troisième domaine à ajouter, parce que c'est une attente forte des gens, certains aspects sociaux comme les logements, le lotissement, mais aussi la corruption. En fait, tout est prioritaire et il faudrait que dans les 6 premiers mois, on déroule un calendrier de mesures et de batteries de mesures, pam, 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 pour que les gens voient que, il y a eu vraiment un changement. Alors, Monsieur le Président, les partis d'opposition politique en réunion se sont vus pour signer une charte. C'est ça. Voilà, en cas de second tour, quelles seront vos possibilités? Non, d'abord, ce n'est pas une charte, c'est un accord politique qui dit que nous nous mettons derrière celle ou celui, bon. Le devoir de vous soutenir mutuellement. Oui, c'est ça. Mais on l'appliquera. Et moi, je l'appliquerai. Si c'est quelqu'un d'autre, je m'aligne derrière lui, il n'y a absolument aucun problème. Et si c'est moi, j'attends aussi qu'on s'aligne derrière moi. Depuis quelques années, Monsieur le Président, il y a une question sur laquelle on ne tranche pas, c'est le statut de l'épouse du président ou du mari de la présidente. C'est quel statut finalement? Il faut regarder. Est-ce qu'on n'a pas tranché? Parce qu'en fait, est-ce qu'on a besoin d'un statut? Il n'y a pas de statut en fait. Est-ce qu'on a besoin d'un statut? Mais dans la pratique, oui, il y a un rôle. Non, il y a un rôle. Non, pas forcément. Pas toujours. Il y a un rôle puisque les gens sollicitent. Mais ce n'est pas uniquement le chef de l'État. Si vous êtes maire d'une commune, votre épouse va être sans doute sollicitée par les gens. Si vous êtes PDG d'un groupe comme celui-là, il va t'arriver que pour certaines activités, on dit où est madame? Donc c'est la même chose pour un chef d'État. Mais ça ne demande pas une formalisation avec un décret et un rôle. Ça, c'est pas ça qu'on fait. C'est un usage où on donne un rôle, mais on n'a pas besoin de définir un statut spécial. Parce que ce n'est pas elle qui a été élue, c'est une personne qui est le Burkinabé. Elle l'accompagne dans sa sphère privée et donc parfois dans certains rôles qu'il lui confie. On n'a pas besoin de statut pour ça. Donc, merci infiniment. Non. Merci Adèle. Merci Ismaïla Raoult. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans votre émission consacrée au programme des candidats. Nous étions aujourd'hui avec Zéphirin Diabré, président et candidat de l'UPC d'une large coalition de l'opposition. Avec lui, nous avons appris à connaître son programme. Il veut faire un nouveau départ avec tous les Burkinabés. En tout cas, vous êtes avisés. Bonne suite de programme à toutes et à tous. À bientôt.